C'est bon? Oui, moi je suis prêt. Hein. Voilà, mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour. C'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous ce matin. Je m'appelle Mame Demba Diop, je suis le chef de division de l'information, du web et des médias sociaux de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. En cette qualité, je me permets de vous entretenir d'un sujet qui nous préoccupe particulièrement en ces moments troubles. Il s'agit de la continuité des enseignements. La pandémie que nous subissons a bouleversé le système universitaire à tel point que d'aucuns doutent même de la possibilité de continuer à dispenser ou à recevoir des enseignements cette année. C'est donc dans l'optique d'éclairer la lanterne des parties prenantes de l'université que la direction de la communication et du marketing a développé une stratégie de communication digitale à travers des webinaires en direct sur la page Facebook institutionnelle de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis à entretenir la relation entre administration, unité pédagogique et étudiants. Ce sera donc un cadre numérique opportun d'échange permettant d'assurer une forte interactivité entre ces entités et de les rapprocher davantage. C'est ouvert à tous et vraiment les questions en commentaire que j'aurai la diligence de transmettre aux panélistes en ma qualité de community manager. Le panéliste aujourd'hui, c'est monsieur le recteur de l'université. Donc, ces commentaires et ces questions seront les bienvenus. Aujourd'hui, la directrice de la communication et du marketing, Mme Khadija Diop, reçoit le professeur Ousmane Thiaré, recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Bien évidemment, il sera question des enseignements par la formation ouverte à distance. Nous vous remercions de votre aimable attention, chers internautes, et nous vous souhaitons la bienvenue sur notre page Facebook institutionnelle. Je m'en vais donner la parole à la directrice de la communication et du marketing, Mme Khadija Diop, pour introduire son invité. Madame la directrice, vous avez la parole. Merci beaucoup, chers collègues. Mame Demba Diop, vous l'avez dit. Mesdames et messieurs, bonjour les internautes qui nous suivez depuis la page Facebook officielle de l'Université Gaston Berger. Je rappelle que cette page est suivie par plus de 22 000 membres. Donc, vous l'avez dit, j'ai le plaisir d'animer ce premier numéro d'entretien online avec le recteur pour une série de webinaires, vous l'avez dit, à travers une stratégie digitale que la direction de la communication a développée. On aura l'occasion d'y revenir plus largement avec d'autres personnes ressources. Mais pour ce matin, on a le plaisir donc d'accueillir ou bien d'inviter le recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, le président de l'Assemblée de l'Université, le professeur Ousmane Thiaré. Bonjour, monsieur le recteur. Bonjour, Madame Diop. Bonjour à tous. Donc, je salue toutes les personnes qui sont à pied d'œuvre pour la réalisation de ce webinaire et tous les étudiants, tous les personnels de l'UGB. Vraiment, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. Donc, nous vous remercions infiniment, monsieur le recteur. Donc, nous espérons que cette tribune sera un cadre pour l'université, donc de s'adresser à l'ensemble de la communauté, notamment comment organiser une continuité des enseignements à distance. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, monsieur le recteur, depuis mi-mars, l'université, à l'image des autres établissements scolaires et universitaires, a été fermée pour cause de la pandémie de COVID-19. Tout le monde a vécu ce confinement. Et vous, comment l'avez-vous vécu? Merci, Madame Diop. Comme vous l'avez dit, hein, l'université, je pense que Monsieur le Président de la République avait pris une décision, je pense, le 14 mars, que les universités avaient été fermées dans un premier temps pour un mois, je pense, à partir du 16 mars. Et depuis lors, comme vous le savez, on a fait une réorganisation au niveau interne. Je ne dirais pas que le travail s'est complètement arrêté, mais on a continué quand même à poursuivre les réunions, les tâches administratives en ligne, comme je pense que nous allons encore revenir sur le sujet. Mais pour dire qu'en fait, l'université l'a vécu comme tout le monde. Hein, donc, à partir du moment qu'une décision a été prise, nous avons respecté la décision maintenant en continuant de travailler. Donc, le confinement, comme vous le savez, hein, le confinement a un peu changé un peu les habitudes, ça nous a un peu surpris. Mais je pense qu'il fallait s'adapter à la situation, d'autant plus que c'est tout le monde qui vivait cette même situation. Donc, l'essentiel, c'est de vivre avec et puis d'essayer de voir comment aussi ne pas, nous avons respecté le cadre de travail sur le plan administratif. Voilà. Donc, le confinement, comme vous le savez, hein, le confinement a un peu changé un peu les habitudes, ça nous a un peu surpris. Et je pense qu'il fallait s'adapter à la situation, d'autant plus que c'est tout.
Donc, si je comprends bien, monsieur le recteur, l'administration a déjà démarré le télétravail. Donc, le numérique est déjà entré un peu dans nos habitudes. Très sincèrement, je pense que cette phase de confinement aussi nous a permis en tout cas de plus s'appesantir sur les outils numériques que nous avons à notre disposition. Et depuis lors, en tout cas depuis le 16 mars, toutes les réunions au niveau des conseils, au niveau des UFR, moi je tiens par exemple une réunion de coordination tous les mardis avec tous les directeurs d'UFR, tous les chefs d'établissement. Demain mardi aussi, on a une réunion. Donc c'est quelque chose qu'on a institué maintenant dans notre agenda. Les UFR aussi tiennent des réunions, les sections. On a même tenu une assemblée de l'université qui avait pris certaines mesures. C'est pour dire qu'en fait, le travail ne s'est pas arrêté. Et moi, je pense que même, en tout cas, mon idée, c'est qu'au-delà même du confinement, quand on sortira de cette épreuve, je pense que nous devions continuer en tout cas à utiliser ces outils numériques dans le cadre de nos tâches administratives. Absolument, monsieur le recteur. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. De plus en plus, l'enseignement à distance est agité, notamment au niveau des universités même. Quelles sont les dispositions prises par notre institution pour arriver à faire cet enseignement à distance? Je vous remercie pour cette question. Je pense qu'au niveau ministériel déjà, vous savez, le directeur général de l'enseignement supérieur a tenu beaucoup de rencontres sur l'enseignement à distance, vraiment sur la mise à disposition des supports. Mais je peux dire qu'avant même cette date, vous pouvez même regarder, c'est des choses, je pense que la DCM a diffusé. Moi, j'avais pris une note à l'interne pour déjà inciter les enseignants, les UFR, à d'une part essayer de faire de sorte qu'en tout cas nos étudiants ne décrochent pas, essayer de faire des enseignements en ligne quand c'est possible. Si ce n'est pas possible, en tout cas que les enseignants, ils avaient l'habitude de le faire d'ailleurs, en tout cas de mettre les supports à disposition des étudiants. Ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est quelque chose que nous avons démarré. Il faut aussi rappeler l'histoire de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. L'université aujourd'hui a une trentaine d'années et dès son ouverture, nous avons en tout cas toujours placé au cœur du dispositif les outils numériques. Donc, que ce soit à l'UGB, dès que vous êtes inscrit à l'UGB, vous faites l'informatique. Je pense que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. C'est pour ça que nous n'avons pas eu peut-être beaucoup de difficultés, même s'il y a peut-être une certaine lenteur, on peut le comprendre parce qu'il fallait peut-être anticiper sur les dispositions. Mais l'université a l'habitude de faire des enseignements en ligne. Et en tout cas, des décisions ont été prises par l'Assemblée de l'université. Et avant, il faut peut-être que j'explique un peu certaines choses pour que les gens puissent comprendre. Vous savez, quand le ministre de l'Enseignement supérieur a fait une sortie, en tout cas pour fixer le cap par rapport à la continuité pédagogique. Mais je voudrais dire qu'avant même que le ministère ne fasse cette sortie, le ministère nous a demandé notre point de vue en tant qu'universitaire. Et quand la question nous a été posée aux universités, naturellement, nous avons demandé à tous les directeurs d'UFR de se réunir dans leurs UFR. De nous faire des propositions sur la continuité pédagogique et sur la date d'ouverture, en tout cas en présentiel. Toutes les GFR se sont réunis, ont dégagé leur point de vue et moi j'ai organisé une assemblée de l'université qui est revenue largement sur cette question et à l'issue de cette assemblée de l'université, des décisions ont été prises. Les décisions qui ont été prises concernent l'enseignement à distance. Nous avons incité les UFR à continuer l'enseignement à distance pour éviter le décrochage, comme on le dit. Ensuite, vous savez, l'enseignement à distance peut ne pas être possible à 100%. Et tant que si ce n'est pas possible, en tout cas, on demandait aux collègues de mettre à disposition des étudiants des supports de cours et essayer de faire des animations. Je pense que je dois faire le bilan demain, mais je sais qu'il y a beaucoup d'UFR qui ont commencé à le faire, à l'image de l'UFR 2S aujourd'hui, qui est vraiment à plus de 300, plus de 400 heures de cours depuis le 16 mars 2020. Et aujourd'hui, toutes les UFR sont en train de faire pareil. Donc, nous avons pris les dispositions même avant que même le ministère ne convoque ces réunions-là. Et nous pensons qu'en fait, avec les dispositions qui ont été prises, au moins, on aura en tout cas certaines avancées par rapport à l'enseignement. Vous l'avez dit, je vais peut-être rebondir par rapport à ça. Est-ce que véritablement l'université Gaston Berger a été préparée pour dispenser des cours en ligne? Parce que vous l'avez dit, l'UFR 2S est dedans depuis, mais et les autres? Est-ce que les autres UFR ont basculé? Oui. Moi, je pense qu'aussi, il ne faut pas oublier une chose. L'UGB abrite un institut de formation à distance qui existe depuis plusieurs années, dont l'objectif aussi, c'est de faire de la continuité pédagogique. Dans le cadre du CDP, je pense que l'un des indicateurs les plus importants était la mise en ligne des cours. Donc, je pense que des efforts avaient été faits
Mais moi, je juge que ces efforts ont été insuffisants. Et je pense qu'il faut en tout cas continuer à poursuivre cette ambition qui est vraiment de faire de sorte qu'en tout cas, s'il est possible de mettre tous les cours en ligne, il faut le faire. Moi, je pense ne serait-ce que par ce qu'on appelle le présentiel enrichi. Même en dehors du Covid, moi, je pense que les universités, en tout cas, doivent essayer de travailler beaucoup sur cet aspect de mise en ligne des cours pour permettre à nos étudiants qui ne peuvent pas des fois peut-être venir en présentiel, de rester chez eux et de continuer pédagogiquement les enseignements. Maintenant, l'histoire du Covid est arrivée. Ça a surpris tout le monde. Moi, je ne peux pas dire que les universités étaient totalement prêtes, parce qu'il y a des aspects aussi, dans cette histoire d'enseignement en ligne, il y a des aspects qui ne dépendent pas forcément des universités. Parce qu'on a beaucoup parlé d'équité territoriale pour les étudiants, par exemple. Il y a des étudiants qui habitent dans des zones où, par exemple, il n'y a pas d'électricité, des étudiants qui habitent dans les zones où, par exemple, la 4G ou la 3G n'est pas couverte, des étudiants qui habitent dans des zones où il y a des problèmes de connectivité. Donc, pour moi, c'est préparer à 100% à l'enseignement en ligne, c'est aussi prendre en compte tous ces éléments-là. Et je ne suis pas sûr qu'au Sénégal, qu'il y ait une seule université aujourd'hui qui est capable de dispenser 100% des cours en ligne. Actuellement, ce n'est pas possible, mais je pense que c'est des choses sur lesquelles nous devons travailler. Et pour moi, c'est l'un des enseignements à tirer, en tout cas, de cette COVID-19. Justement, je vais peut-être vous appuyer par rapport à ça. Même les cours en ligne permettent également à des gens qui n'ont pas le temps, les professionnels notamment, de poursuivre leurs études. Moi, je pense que c'est une opportunité à saisir. Vous avez un peu brossé les moyens dont dispose l'université. Est-ce que vous pouvez revenir un peu plus largement sur les moyens dont dispose l'université pour mener à bien cet enseignement à distance, M. le directeur? Oui, en fait, il y a deux structures qui sont à l'UGB et qui appuient beaucoup dans ce sens-là. C'est le centre de calcul et l'Institut de formation à distance. L'Institut de formation à distance a dans sa plateforme une centaine de cours en ligne qu'on a même partagé avec les autres universités. Et n'oubliez pas aussi que l'université, au moins depuis 10 ans, abrite des formations totalement en ligne. Si vous prenez le master de cyberdroit à l'UFR-EJP, ce master est en ligne depuis plus une dizaine d'années. Même chose pour le master qui est en informatique, master de éthique et la licence de génie informatique qui se trouve aussi à l'UFR-SAT. Donc, vraiment, je pense qu'il y a certains instituts qui sont à l'UGB qui sont là pour accompagner. Maintenant, ce qui est nouveau peut-être avec cette COVID-19, c'est que le centre de calcul a été d'un apport considérable. Parce que nous avons l'outil Teams que nous utilisons, qui est un outil qui nous permet de faire entièrement un cours en temps réel, donc en temps synchrone avec les étudiants. Et ce qui a été fait pour chaque UFR, d'abord, il fallait demander aux étudiants d'activer leur compte institutionnel. Je pense qu'il y a même une campagne qui a été lancée avec la DCM. Et le centre de calcul a beaucoup travaillé avec les responsables de classe, avec les délégués de classe, avec les responsables des amicales et aussi des UFR pour enrôler un maximum d'étudiants. Je pense que c'est un travail qui doit être continué, qui doit être continué. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et l'autre élément fondamental par rapport au SECOS, c'est que le SECOS va dans une UFR, répertorier toutes les classes de licence 1, licence 2 jusqu'au master, créer les classes virtuelles et maintenant les sections auront en charge de donner un emploi du temps qui permet en tout cas aux enseignants qui sont disponibles et qui souhaitent le faire de continuer à dispenser des enseignements. Ce matin même, j'ai reçu le point qui a été fait par l'UFR2S. Vraiment, c'est extrêmement important. Ils sont à plus de, comme je le disais tout à l'heure, ils sont à plus de 400 heures déroulées depuis le mois de mars 2016. Les UFR sont en train, toutes les autres UFR sont en train de prendre les dispositions. Hein. Aujourd'hui, on a créé toutes les classes virtuelles et comme je vous dis, demain, j'ai une réunion de coordination avec tous les directeurs d'UFR. Je pense qu'après, un point sera fait. D'accord. Donc, le cadre est là. Le cadre est là. Vous êtes en train donc de poursuivre pour un peu améliorer. Mais est-ce que les acteurs, notamment les enseignants et les étudiants, ont été préparés, ont été formés en fait? Oui, en même temps, un problème de formation peut se poser. D'ailleurs, c'est pour ça que le directeur de la scolarité avait institué il n'y a pas longtemps un sondage qui a été lancé en ligne, où aujourd'hui, il y a plus de 4500 étudiants qui ont répondu à des questions vraiment spécifiques par rapport à l'enseignement à distance, la localisation des étudiants, les difficultés de connexion qu'ils ont, est-ce qu'ils ont l'électricité, est-ce qu'ils ont une fois suivi un cours en ligne, vraiment, toutes ces questions ont été posées. Et ce sondage était pour nous une aide à la décision pour essayer de voir comment, en tout cas, améliorer l'existant. Et aujourd'hui, le travail doit être
poursuivis. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants aujourd'hui, il est difficile de les atteindre, en tout cas dans le cadre de l'enseignement à distance. Et il y a même des enseignants qui, de leur propre initiative, ont initié des groupes WhatsApp, ont initié des posts Facebook pour leurs étudiants. Je pense que tout ça, l'idée en tout cas, c'est d'utiliser en tout cas tous les moyens possibles pour que les étudiants, en tout cas, qu'on puisse les atteindre et qu'il y ait à leur disposition, en tout cas, les enseignements. Je rappelle que l'idée, c'est pas de faire totalement les enseignements en ligne. Au mois de septembre, octobre, peut-être on va reprendre le présentiel. Et l'idée maintenant, c'était vraiment de jouer sur le temps. D'ici à septembre, vraiment d'évacuer le maximum possible, parce que jusqu'à présent, tout ce que nous faisons pour le moment, c'est que des enseignements, c'est que des cours magistraux. Nous ne faisons pas les TD, nous ne faisons pas les TP. Donc, si nous avançons en tout cas dans les enseignements magistraux, au mois de septembre, octobre, si on débute en présentiel, en tout cas, cela nécessitera moins de temps possible pour terminer notre année. Je voudrais rappeler aussi que l'Université Gaston Berger de Saint-Louis a démarré très tôt ses enseignements cette année. Avant le 16 mars 2020, avant que la décision ne soit prise pour la fermeture des universités, toutes les UFR de l'UGB avaient terminé le premier semestre. Il y en a qui étaient en examen. Il y a même des UFR comme l'UFR LSH qui avaient anticipé, qui avaient fait 2 semaines de cours dans le second semestre. C'est pour ça que nous pensons que dans la dynamique que nous avons entreprise jusque-là, qui consiste à, en tout cas, essayer de dispenser des cours en ligne, si le présentiel reprend au mois de septembre ou bien au mois d'octobre, ça dépendra peut-être des conditions sanitaires. Donc, je pense qu'avec 3 ou 4 mois, en tout cas, l'université pourra valider son année. C'est pour ça que nous, à l'Université Gaston Berger, on ne veut même pas entendre parler d'année blanche, ce n'est pas possible, parce que nous venons aussi d'une situation difficile. En tout cas, tous les moyens seront mis, en tout cas, à disposition, en tout cas, pour que l'année ne soit pas blanche et qu'on puisse valider notre année 2019-2020. Donc, vous êtes catégorique, l'université ne fera pas d'année blanche. Et en début d'année, on avait accusé, on avait fait des avances, on avait accusé de l'avance. Est-ce que ces 3 mois de fermeture ne vont pas un peu impacter sur les acquis qu'on a eus pour terminer le premier semestre? Oui, dans tous les cas, une évaluation sera faite UFR par UFR. Vous savez, c'est comme ça que ça se passe, les UFR n'étant pas au même niveau. Donc, chaque UFR va évaluer, en tout cas, va proposer un calendrier réaménagé en fonction de ce qui a été fait. Et l'essentiel, ce qui est important pour nous, c'est que le ministère de l'Enseignement supérieur a fixé un cap. Le ministère nous a dit, vous avez jusqu'au 31 décembre 2020 pour terminer votre année. Et moi, je pense sincèrement que si nous reprenons en septembre, on peut même finir notre année avant le 31 décembre 2020. Voilà. Donc, vraiment, de rassurer tout le monde. On ne souhaite pas une année blanche. On ne veut pas d'année blanche. En tout cas, nous travaillons pour valider notre année. Voilà. D'accord, monsieur le recteur. Maintenant, on va un peu parler des étudiants. Je pense qu'ils nous écoutent, ils nous suivent également. Ils vont rebondir sur certaines questions. Est-ce que les étudiants vont être accompagnés, l'université va accompagner les étudiants pour un peu suivre cette dynamique de numérisation des enseignements? Oui, moi je partage aussi l'inquiétude de quelques étudiants et cette inquiétude a été partagée largement au niveau de notre réunion de l'Assemblée de l'université. C'est pour ça qu'on a insisté sur 2 choses. Donc la première chose, quand nous avons en tout cas remis notre procès verbal de l'Assemblée de l'université au ministère, nous avons vraiment inscrit tous les points qui ont été soulevés par les collègues au niveau de l'Assemblée de l'université. On a dit qu'on était d'accord pour continuer les enseignements en ligne à 100%, sinon mettre à disposition des supports aux étudiants. On a beaucoup insisté aussi sur l'équité au niveau des étudiants. Faire de sorte qu'en tout cas, les étudiants puissent être, comme je le disais souvent, que tous les cours, en tout cas, soient disponibles pour tous les étudiants. Et dans ce sens-là, le ministère même nous a interpellés. Le ministère a demandé à chaque université de lui donner les adresses IP des plateformes, en tout cas, de nos contenus. Ceci a été remis au ministère parce que le ministère de l'Enseignement supérieur travaille avec le ministère de l'économie numérique sur ce sujet-là. Et en termes d'équité aussi, le ministère de l'Enseignement supérieur, il y avait un courrier qui a été fait aux opérateurs pour que les opérateurs puissent en tout cas permettre aux étudiants d'accéder gratuitement dans les plateformes en tout cas qui sont mises à disposition. Hier même, je sais que par rapport à l'UVC, c'est fait. Et je pense que progressivement, ils vont le faire pour toutes les universités. Donc vraiment, nous partageons les mêmes inquiétudes que les étudiants.
Mais aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les décisions qui ont été prises, je pense qu'on les prend aussi pour les étudiants. Je pense que les étudiants, je parle particulièrement de l'UGB que je connais. Nous sortons d'une situation extrêmement difficile où les étudiants, nous avions perdu une année. Donc, je pense qu'on ne peut pas se contenter encore de perdre une autre année. Vous savez, l'enseignant, il n'a rien à perdre. Si on perd une année encore, celui qui perd, c'est les étudiants. C'est pour ça que nous ne souhaitons pas ce cas de figure. C'est pour ça aussi que dans ce que nous faisons, les intérêts de l'étudiant sont pris en compte et d'ailleurs, ce que nous regardons le plus, donc c'est pour ça aussi que je voudrais demander aux étudiants de faire preuve de compréhension, de faire preuve aussi pour savoir qu'en fait, ce que nous faisons entraînement, nous sommes en train de le faire pour eux. Et nous ne sommes pas en train de sacrifier les étudiants. On pouvait rester tranquille et ne rien faire, non. On ne peut pas le faire parce qu'il faut éviter quand même qu'on décroche. Si on est à l'université aussi, c'est parce qu'il y a des étudiants. Donc, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour que les étudiants puissent valider leur année. Je pense qu'en majorité, ils seront d'accord là-dessus. Donc, les étudiants sont la raison d'être d'une université en quelque sorte. Exactement. S'il n'y a pas de pédagogie, il n'y a pas d'université. Absolument. À mon avis. Avant peut-être de donner la parole au community manager pour les questions des étudiants, monsieur le recteur, une dernière question. Il y avait un projet, je ne sais pas si je vais conjuguer au passé ou au présent, un étudiant, un ordinateur. Est-ce que ce projet existe toujours? Récemment, nous avons tenu une réunion de coordination qui a été dirigée par le ministre de l'Enseignement supérieur et cette question a été abordée. Et d'ailleurs, durant cette réunion, la parole a été donnée à M. Obakrignan, qui est le directeur du financement qui porte ce projet en étudiant en ordinateur. Il a clairement dit que la plateforme encore existe et que les étudiants qui le souhaitent peuvent encore s'inscrire sur la plateforme pour acquérir des ordinateurs. Donc, pour moi, le projet existe encore. Voilà. D'accord. Merci, monsieur le recteur. On va vous laisser vous souffler un peu pour donner la parole à monsieur Mamdemba Boubou Diop pour un peu revenir sur les questions des étudiants, afin de permettre également à ces étudiants la raison d'être de l'université de poser ou bien d'échanger directement avec le recteur. Merci beaucoup. Merci, Madame la directrice de la communication. Monsieur le recteur, effectivement, il y a eu beaucoup de sollicitations de la part des étudiants et c'est normal. Donc, je vous donne la première question pour cet internaute, M. Don Boubacar Diop, qui loue l'initiative de permettre aux étudiants quand même d'être en contact avec leur université. Et donc, sa question, c'est, monsieur le recteur, ne pensez-vous pas qu'à l'avenir, l'UGB doit utiliser l'enseignement à distance comme support essentiel, surtout pour les régimes salariés qui ont du mal à être en présentiel à cause de leurs activités? Donc, je pense que vous pouvez répondre à cette question. Après, je vais revenir à d'autres, parce qu'il y en a une dizaine quand même. Merci beaucoup. Je pense que dans l'entretien que j'ai eu tout à l'heure avec Mme Diop, cette question aussi a été abordée. Et ce que je disais, c'est-à-dire que l'UGB s'est toujours inscrite, en tout cas, dans les enseignements en ligne. C'est pour ça, d'ailleurs, la preuve de la pertinence le fait qu'une structure que l'IFOAD soit instituée à l'UGB. Je pense que c'est une structure d'accompagnement pour l'enseignement, en tout cas pour la mise en ligne des cours. Et moi, je disais tout à l'heure que pour moi, je suis tout à fait d'accord avec les étudiants, mais ce n'est pas seulement pour les étudiants salariés. Même les étudiants permanents qui sont à l'UGB ont besoin de ça. Il y a quelques années, dans le cadre du PGF-SUP, il y avait un programme qui était, l'UGB était impliqué à travers le SECOS et l'IFOAD, ça s'appelait 100 cours dans le panier national de 100 cours. Il suffisait d'aller dans toutes les universités sénégalaises, de répertorier tous les cours. Vous savez que quand vous avez un département de maths à Saint-Louis et un département de maths à Dakar, ils font les mêmes cours. Et on s'est dit qu'on va faire un panier national de 100 cours dans lesquels on prendra les 100 meilleurs cours du Sénégal, L1, L2, L3, et ces cours seront disponibles au niveau d'une plateforme et ces cours seront accessibles à tous les étudiants du Sénégal. Moi, je pense que ça, c'est extrêmement important. Et ça permet aux universités d'harmoniser les enseignements que nous faisons et aussi, pas seulement pour les régimes salariés que je l'ai dit, mais pour les étudiants permanents. Un étudiant peut être à l'intérieur de l'université et ne pas être disponible pour aller en cours parce qu'il n'y a aucune sanction qui est prévue si un étudiant ne fait pas un cours. S'il reste chez lui et que la plateforme existe, il peut facilement, en tout cas, entrer dans la plateforme, regarder ce cours, apprendre son cours et venir faire les TD. Donc, pour moi, en tout cas, j'ai même dit ça au niveau ministériel, c'est-à-dire que l'un des enseignements à tirer de cette COVID, c'est qu'après,
pour moi, il faut que le Sénégal ait un plan national de mise en ligne des cours, où toutes les universités sont impliquées, un projet porté par le ministère de l'Enseignement supérieur, parce que cette Covid, on ne connaît pas son comportement. On ne sait pas si l'année prochaine, elle va revenir, on ne sait pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre les dispositions, en tout cas, tirer les bons enseignements de cette situation que nous vivons aujourd'hui et essayer de mettre le maximum de cours en ligne à la disposition de tous les étudiants du Sénégal. Je ne parle pas de l'UGB, mais de tout le Sénégal. Et le numérique, pour glisser un peu, le numérique aussi peut régler le problème des effectifs. Mais je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons, toutes les universités ont quasiment des problèmes de salles de cours. C'est pour ça d'ailleurs que je disais que dans la période à laquelle nous sommes, essayons au maximum de faire des cours en ligne. Comme ça, dès que nous serons en présentiel, nous aurons moins de besoin, en tout cas, d'utiliser les salles de cours pour permettre, en tout cas, au maximum du FR d'utiliser les structures, les salles de cours, en tout cas, pour faire les TD et les TP. Le numérique, aujourd'hui, le Sénégal a la chance d'être dans un pays quand même, au niveau africain, le Sénégal quand même a un bon rang, je pense, sur l'utilisation du numérique. Je pense que c'est quelque chose qui doit être développé beaucoup dans nos universités. Absolument. Monsieur le recteur, nous avons une question par rapport à l'évaluation dont vous venez de parler tout à l'heure. Il y a une étudiante du nom de Mariette Tandy qui pose cette question, à savoir comment se feront les évaluations. Non, pour le moment, on ne parle pas d'évaluation. Donc, c'est assez clair. Aujourd'hui, ce qui est déroulé, c'est les cours. Pour le moment, on ne fait que des cours magistraux. Okay. On a dit que les évaluations, c'est quelque chose sur laquelle les UFR vont réfléchir après. Et il ne faut pas que les étudiants oublient une chose. Les UFR ou l'université ne peut prendre aucune décision sans associer les étudiants. Les étudiants sont présents dans les réunions de section. Les étudiants doivent être présents dans les conseils du UFR. Et je suis sûr que s'ils viennent dans ces réunions-là et qu'ils prennent la parole, en tout cas, pour donner leur point de vue sera entendu, comme je l'ai dit, parce que aussi, nous sommes là aussi pour les étudiants. Donc, pour les évaluations, c'est quelque chose sur laquelle on va réfléchir plus tard, mais pour le moment, ce que nous déroulons, c'est des enseignements. OK. Et une question très importante d'un internaute, c'est M. Babakarli. Il voudrait savoir l'éventualité que les cours ne puissent pas reprendre en septembre. Est-ce que cette éventualité a été prise en charge? Bon, moi, je ne peux pas catégoriquement répondre à cette question. En tout cas, ce qui est important pour l'UGB, c'est que avant même la tenue de l'Assemblée de l'université, moi, j'ai mis en place une commission. Une commission vraiment dirigée par une experte en maladies infectieuses, professeur Ndeye Badiane. Et dans cette commission qui réfléchit sur les conditions sanitaires, on a mis à la fois les étudiants sont présents, les enseignants sont présents, les syndicats PATS et PER sont présents, le CRUS est présent, la direction du domaine est présente, le médecin du rectorat est aussi présent. Et cette commission, son objectif, c'est de nous faire des propositions sur la reprise en présentiel. Vous savez, la reprise en présentiel dépendra certainement des conditions sanitaires, dépendra certainement, en tout cas, de l'évolution, en tout cas, de la situation pandémique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une question sur laquelle je ne peux pas répondre, mais je pense que c'est une question qu'il faut laisser peut-être aux spécialistes. OK, monsieur le recteur, je pense que nous allons prendre une dernière question. Je rappelle aux internautes que vos questions, cette page restera ouverte. Vos questions, bon, il y en a plusieurs. Nous allons tout faire pour que le recteur puisse y répondre. Après, on va passer sur la page. Nous prenons une dernière question, monsieur le recteur, relative à l'activation des mails institutionnels, parce qu'il y a des étudiants qui disent qu'ils ont des problèmes quand même pour activer leur mail institutionnel, malgré la plateforme qui a été lancée dans le site web de l'Université Gaston Berger. Une dernière question, monsieur le recteur. Oui, effectivement, je pense que c'est un point extrêmement important parce que aussi c'est l'entrée en tout cas pour pouvoir faire certaines choses en tant qu'étudiant. Je pense que c'est une question sur laquelle le SECOS travaille d'arrache-pied. La dernière fois, j'ai reçu le rapport. En tout cas, dans le rapport que j'ai reçu, il y a au moins 20 000 étudiants dont les comptes existent. Mais vous savez, il y a des étudiants aussi qui n'activent pas leur compte. Ce processus n'a pas démarré avec cette Covid, c'est quelque chose que nous avons démarré depuis plusieurs années au centre de calcul. Je me rappelle, quand j'étais directeur du centre de calcul, on avait eu des longues files d'étudiants qui venaient pour activer leur compte. Et maintenant, on a essayé en tout cas de dématérialiser, de faire de sorte que l'étudiant, même s'il est chez lui, peut activer son compte. Je pense que nous pouvons faire le point demain avec le centre de calcul dans notre réunion. Et je pense que même la DCM avait publié un petit élément et le directeur du SECOS me disait même la fois dernière qu'il va faire une vidéo en tout cas pour faciliter en tout cas l'activation des mails
surtout pour nos étudiants. Peut-être pour rebondir par rapport à ça, monsieur le recteur, je rappelle aux internautes, aux étudiants notamment, que le directeur du centre de calcul de l'UFOAD et de la BU, par rapport à la disposition des supports pédagogiques, le prochain numéro, ils seront invités ici et ils pourront poser leurs questions directement au directeur du centre de calcul pour plus de détails par rapport à cette problématique. Excellent, excellent. Voilà, monsieur le recteur, peut-être votre mot de la fin? Merci beaucoup. Avant de parler de mots de la fin, on va un peu aborder, parce que malgré la crise sanitaire, l'Université Gaston Berger également a participé activement à contribuer pour un peu aider à la lutte contre la pandémie. Donc, on a eu à faire pas mal d'actions. Oui. Monsieur le recteur, on vous donne l'occasion de parler un peu de ce que l'Université Gaston Berger a pu faire. Ce n'est pas seulement des enseignements qu'on dispense, il y a également un concept de service à la communauté. Tout à fait. Effectivement, c'est important ce que vous dites, parce que aussi nous sommes là pour ça. Comme vous savez, hein, le service à la communauté maintenant, c'est une des missions aussi de l'université, en dehors de l'enseignement et de la recherche. Donc, l'UGB a tellement compris qu'il y a une structure, une direction vraiment dont le rôle aussi, c'est de travailler sur le service à la communauté. Effectivement, hein, le COVID, cette COVID nous a permis aussi de voir le talent, en tout cas, qui existe, en tout cas, dans nos universités, dans toutes les universités sénégalaises. Hein. Nous, à l'UGB, à travers l'UFR SAT, nous avons fait une production de gel hydroalcoolique. Je pense que c'est extrêmement important. Et c'est l'occasion pour moi aussi de remercier les partenaires vraiment qui nous ont permis de réaliser cette production. Je veux nommer la compagnie sucrière sénégalaise qui nous a donné l'éthanol, qui nous a permis de le faire. Les collègues de l'UFR-SAT aussi qui sont impliqués, et les étudiants aussi. Hein, c'est quelque chose qui a été fait par les étudiants. Donc, je pense que c'est extrêmement important. 2 productions ont été faites et nous avons offert beaucoup de ces gels à l'hôpital de Saint-Louis, aux mosquées de Saint-Louis, à beaucoup d'autres structures. Donc, je pense que ça participe aussi comme ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport au service à la communauté. Et d'autres productions encore sont prévues. L'Université Gaston Berger est aussi impliquée dans un programme extrêmement important qu'on appelle 100 000 étudiants contre le Covid. Donc, c'est un programme qui regroupe toutes les universités. Et vraiment, beaucoup d'initiatives sont en train d'être prises dans le cadre surtout de la sensibilisation. Nous voyons les étudiants qui vont dans les mosquées, qui vont dans les marchés, qui vont partout discuter avec les populations, en tout cas, pour en tout cas, la prise en compte des mesures sécuritaires en termes de gestion des gestes barrières. Donc, je pense que c'est extrêmement important. Il y a un volet vraiment communautaire qui a été pris en charge par des étudiants qui sont inscrits, en tout cas dans le cadre du programme 100 000 étudiants contre le Covid. Notre Institut Polytechnique aussi a fait des visières qu'on a aussi données aux collègues médecins de SAMU Saint-Louis. Donc, je pense que c'est extrêmement important et je pense que, comme je disais tout à l'heure, hein, cette situation a permis aussi à nos collègues de développer quand même leur talent et d'essayer de mettre à disposition, en tout cas des personnes qui en ont le plus besoin, des outils qui leur permettent en tout cas de se protéger dans le cadre de cette maladie. Avant le mot de la fin, il y a un confrère d'un organe de presse de la place qui quand il a vu l'affiche d'annonce hier, m'a demandé de dire à monsieur le recteur ou à monsieur le directeur du CROUS peut-être qu'on aura l'occasion également d'inviter par rapport au social. Pourquoi l'Université Gaston Berger n'a pas fabriqué de masques et puis qu'il y ait au niveau du masque l'effigie de l'université? Donc, comme je suis en face directeur, je vais... Oui, moi, je pense que c'est quelque chose que nous pouvons faire. Je pense que même quand vous allez au CROUS, il y a une direction, je pense, qui fait de la couture et tout. Absolument. Donc, je pense que c'est un sujet que je peux aborder avec monsieur le directeur du CROUS. Je pense que c'est des choses qu'on peut rapidement faire. Absolument. C'est pour une meilleure visibilité même de l'université, à l'image des autres structures. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que ça, on peut regarder ça avec le CROUS. Ce qu'on peut faire dans ce sens-là. D'accord. Donc, chers confrères, vous avez entendu la réponse de monsieur le recteur. En tout cas, nous vous remercions. Peut-être avant de clore, monsieur le recteur, quel est votre dernier mot? Merci beaucoup. Moi, je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation et surtout pour cette excellente initiative, en tout cas qui nous permet de discuter avec les étudiants, de discuter avec les enseignants, vraiment de discuter de notre université. Parce que comme je l'ai dit, ce qui est important pour nous,
c'est de regarder les intérêts de notre université. Nous sommes dans une grande université et nous devons tous travailler ensemble pour que cette université encore aille de l'avant. Et je pense que c'est l'objectif de tout le monde. Nous avons traversé des épreuves. Je pense que ça nous a un peu plus renforcé, en tout cas dans le cadre de la dynamique d'ensemble. Et c'est ça qu'il faut continuer. Saisir l'opportunité aussi de cette tribune que vous m'offrez pour lancer un appel à tous mes collaborateurs. Les collaborateurs que sont les directeurs du FR et d'Institut, les directeurs centraux, les étudiants, les membres du personnel administratif, vraiment appeler tout le monde à participer aussi à cette série de webinaires que vous êtes en train d'organiser. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui nous permet de garder le contact ensemble et de discuter sur des choses qui feront avancer exclusivement notre université. Donc, vraiment, je vous remercie encore et je vous félicite aussi pour cette initiative. C'est nous, monsieur le recteur, nous aussi, on vous remercie d'être disponible, de votre disponibilité, de nous accorder ce premier numéro pour un peu parler de notre université, de qu'est-ce qui se fait malgré cette restriction, donc ce confinement, cette fermeture de l'université. Nous vous remercions infiniment. Donc, vous l'avez dit, on va donc, pour d'autres numéros, vous annoncer d'autres invités par rapport à la continuité des enseignements à distance, à la disponibilité des supports pédagogiques pour un peu permettre aux étudiants de ne pas raccrocher, de ne pas rester sans apprendre, donc de permettre à tout le monde de continuer, de poursuivre. Merci en tout cas, monsieur le recteur. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, Madame la directrice de la communication, pour ces pertinentes questions. Monsieur le recteur, pour ces précisions, vraiment merci. Je pense que les étudiants sont satisfaits. Juste dire aux étudiants qui ont posé des questions et qui n'ont pas pu trouver des réponses, Inch'Allah, nous ferons tout pour que la réponse à leurs questions soit postée sur notre page Facebook. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un autre numéro, comme elle l'a dit, avec le directeur du centre de calcul, avec le directeur de l'IFOAD, avec le directeur de la bibliothèque universitaire et avec le directeur de la scolarité. C'était le premier numéro de votre webinaire, de votre série de webinaires avec l'Université Gaston Berger. Merci à tous et bonne journée. Merci.